Le monde n'est pas juste. Il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et comprendre cette vérité fondamentale est la première étape vers la construction d'une véritable force et l'obtention d'un succès significatif. Depuis trop longtemps, nous avons été conditionnés à croire que l'équité régit les résultats, que le mérite est toujours récompensé et que jouer selon les règles garantit le succès. Mais regardez autour de vous. Voyez-vous l'équité déterminer qui réussit? Voyez-vous les personnes les plus éthiques gagner systématiquement? Ou voyez-vous tout autre chose? Des gens qui comprennent le jeu tel qu'il est réellement et non tel que nous souhaiterions qu'il soit. On vous répète depuis l'enfance que la vie récompensera l'équité, que si vous travaillez dur et respectez les règles, de bonnes choses arriveront. Pourtant, vous observez d'autres personnes qui semblent moins méritantes, avancer plus vite, obtenir plus d'opportunités et atteindre de meilleurs résultats. Cela crée de la frustration, de l'amertume et un sentiment d'impuissance qui affaiblit votre capacité à réussir. C'est ici que les idées de Machiavel deviennent inestimables. Il n'a pas écrit sur la façon dont le monde devrait être. Il a écrit sur la façon dont il est réellement. Il a compris que la nature humaine est complexe, que les dynamiques de pouvoir façonnent les résultats et que ceux qui comprennent ces réalités naviguent plus efficacement que ceux qui ne les comprennent pas. Machiavel a observé: les hommes sont ingrats, inconstants, menteurs et trompeurs. Ils fuient le danger et sont avides de profit. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la conscience. Lorsque vous comprenez la nature humaine telle qu'elle est, plutôt que telle que vous espérez qu'elle pourrait être, vous pouvez prendre de meilleures décisions et créer de meilleurs résultats pour vous-même. La croyance en l'équité comme principe directeur crée une forme particulière de faiblesse. Elle vous rend dépendant du sens de la justice des autres plutôt que de votre propre capacité à créer des résultats. Elle vous transforme en quelqu'un qui attend la reconnaissance plutôt qu'en quelqu'un qui construit une valeur indéniable. Elle vous rend réactif plutôt que proactif. Cette vidéo explorera pourquoi compter sur l'équité affaiblit votre position et comment comprendre la réalité telle que Machiavel l'a décrite peut vous rendre plus fort, plus efficace et finalement plus prospère. Nous examinerons comment construire une vraie force grâce à la pensée stratégique, à la capacité personnelle et à la compréhension de la nature humaine. Alors, voici votre premier appel à la réalité. Au lieu de demander « Pourquoi la vie n'est-elle pas juste envers moi ?», commencez à demander « Comment puis-je réussir, que la vie soit juste ou non ?» Écrivez-le dans les commentaires si ce changement de perspective résonne en vous. La force plutôt que l'équité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment cesser d'être quelqu'un qui dépend de l'équité pour commencer à devenir quelqu'un qui crée son propre succès grâce à la capacité et à la pensée stratégique. Numéro 1. L'équité est une illusion réconfortante qui vous affaiblit. Il est agréable de croire en l'équité. Elle promet que l'effort sera récompensé, que la justice prévaudra et que le bon comportement sera reconnu. Mais cette croyance, bien qu'émotionnellement réconfortante, crée une faiblesse fondamentale. Elle vous rend dépendant de la validation et de la reconnaissance externe, plutôt que de la capacité interne et de la création de valeur. Lorsque vous opérez en supposant que l'équité déterminera vos résultats, vous développez ce que les psychologues appellent un lieu de contrôle externe. Vous croyez que votre succès dépend principalement de la façon dont les autres vous traitent, de la distribution équitable des opportunités et de la venue de la reconnaissance lorsque vous la méritez. Cet état d'esprit affaiblit intrinsèquement votre position, car il place votre succès entre les mains d'autres personnes. Considérez comment cela se joue dans des situations réelles. Vous travaillez dur sur un projet et attendez de la reconnaissance, mais quelqu'un d'autre en reçoit le crédit. Vous suivez toutes les règles et attendez de l'avancement, mais la promotion va à quelqu'un ayant de meilleures relations. Vous fournissez un excellent service et attendez de la loyauté,
Mais les clients choisissent en fonction de la commodité ou du prix. Chacune de ces situations crée de la frustration et de la déception lorsqu'elle est vue à travers le prisme de l'équité. Machiavel comprenait cette dynamique. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Lorsque vous attendez de l'équité, vous devenez vulnérable face à ceux qui comprennent que l'équité n'est pas le principe opérant principal des interactions humaines. Vous devenez prévisible et exploitable parce que vos actions sont basées sur des attentes idéalistes plutôt que sur des évaluations réalistes. La faiblesse de la dépendance à l'équité se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, elle crée une volatilité émotionnelle. Votre humeur et votre motivation fluctuent selon que vous sentez ou non que vous êtes traité équitablement. Deuxièmement, elle génère du ressentiment lorsque l'équité ne se matérialise pas, ce qui obscurcit votre jugement et votre prise de décision. Troisièmement, elle vous rend passif, attendant que les autres reconnaissent votre valeur plutôt que de la démontrer et de la construire activement. Cela ne signifie pas abandonner le comportement éthique ou maltraiter les autres. Cela signifie comprendre que le comportement éthique est précieux pour lui-même et pour construire la confiance et les relations, non pas parce qu'il garantit un traitement équitable en retour. Vous pouvez être éthique tout en étant stratégique sur la façon dont vous naviguez dans des situations où les autres n'agissent, peut-être pas de manière éthique. L'alternative à la dépendance à l'équité est la dépendance à la capacité. Au lieu de compter sur un traitement équitable, vous comptez sur votre capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes, à construire des relations et à surmonter les défis. Au lieu d'attendre la reconnaissance, vous vous concentrez sur la construction d'une compétence indéniable. Au lieu d'attendre que les autres jouent franc jeu, vous développez les compétences pour réussir même quand ils ne le font pas. Ce passage de la dépendance à l'équité à la dépendance à la capacité représente un changement fondamental dans la façon dont vous abordez les défis et les opportunités. Vous cessez de demander « est-ce juste ?» et commencez à demander « comment puis-je gérer cela efficacement ?» Vous cessez d'attendre des conditions idéales et commencez à créer de meilleurs résultats par l'action stratégique. Construire une force basée sur la capacité nécessite de développer des compétences et des états d'esprit spécifiques. Ceci inclut la régulation émotionnelle, le maintien de l'efficacité quel que soit le comportement des autres, la pensée stratégique, la compréhension des situations au-delà des apparences de surface, la création de valeur, la concentration sur les résultats plutôt que simplement sur l'effort, et la gestion des relations, la construction d'alliances basées sur le bénéfice mutuel plutôt que simplement sur l'équité. Le changement psychologique s'éloignant de la dépendance à l'équité est initialement inconfortable, car il nécessite de prendre plus de responsabilités pour vos résultats. Il est plus facile de blâmer l'injustice que d'analyser ce que vous pourriez faire différemment. Mais cet inconfort mène à un plus grand pouvoir personnel, car vous cessez d'être une victime des circonstances pour en devenir un créateur. La vraie force vient de la capacité à réussir indépendamment du fait que les autres vous traitent équitablement ou non. Cela ne signifie pas devenir cynique ou manipulateur. Cela signifie devenir réaliste et capable. Vous pouvez toujours préférer un traitement équitable et travailler à créer des systèmes justes sans pour autant dépendre de l'équité pour votre succès personnel. Lorsque vous rencontrez un traitement injuste, au lieu de vous concentrer sur l'injustice, posez-vous 3 questions. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je me protéger de situations similaires à l'avenir? Quelle capacité dois-je développer pour être moins vulnérable aux comportements injustes des autres? Rappelez-vous, ceux qui dépendent de l'équité restent à la merci du sens de la justice des autres. Ceux qui développent leur capacité deviennent capables de créer leur propre justice par la compétence et l'action stratégique. Numéro 2. Comprendre la nature humaine crée un avantage stratégique. La plupart des gens opèrent sur des hypothèses idéalistes concernant le comportement humain.
Ils s'attendent à ce que les autres soient constamment rationnels, reconnaissants, loyaux et justes. Cela crée des angles morts qui mènent à de mauvaises décisions, des ressources gaspillées et des opportunités manquées. Comprendre la nature humaine telle qu'elle est réellement, plutôt que telle que nous espérons qu'elle peut être, crée des avantages stratégiques significatifs. Les observations de Machiavel sur la nature humaine n'étaient pas destinées à promouvoir le cynisme, mais à fournir des fondations réalistes pour une prise de décision efficace. Lorsqu'il écrivait que les gens sont ingrats, inconstants, menteurs et trompeurs, il ne disait pas que tous les gens sont mauvais. Il disait que ces tendances existent dans la nature humaine et deviennent plus proéminentes lorsque les gens se sentent sous pression, menacés ou tentés. Comprendre ces tendances ne signifie pas s'attendre au pire de tout le monde, mais plutôt se préparer à la possibilité que l'intérêt personnel puisse l'emporter sur d'autres considérations lorsque les enjeux sont élevés. Cette préparation vous permet de prendre de meilleures décisions concernant la confiance, la délégation, les partenariats et l'allocation des ressources. La nature humaine inclut à la fois des éléments coopératifs et compétitifs, des impulsions généreuses et égoïstes, des capacités honnêtes et trompeuses. Les comportements spécifiques qui émergent dépendent des circonstances, des incitations et du développement du caractère individuel. Ceux qui comprennent cette complexité peuvent mieux prédire le comportement et concevoir des interactions qui suscitent des réponses plus positives. Par exemple, les gens sont plus susceptibles d'être honnêtes lorsque l'honnêteté est récompensée et la malhonnêteté pénalisée. Ils sont plus susceptibles d'être loyaux lorsque la loyauté est réciproque et que la déloyauté a des conséquences. Ils sont plus susceptibles d'être justes lorsque l'équité sert leurs intérêts et que l'injustice leur coûte des relations ou des opportunités. Cette compréhension vous permet de créer de meilleures structures d'incitation dans vos relations personnelles et professionnelles. Au lieu de simplement espérer que les gens se comporteront bien, vous pouvez concevoir des situations où le bon comportement est récompensé et le mauvais comportement a des conséquences naturelles. Ce n'est pas de la manipulation. C'est créer des environnements qui encouragent les meilleurs côtés de chacun. Comprendre la nature humaine vous aide également à reconnaître des schémas de comportement que les autres manquent. Vous pouvez identifier quand quelqu'un est susceptible de changer de position, quand la loyauté vacille peut-être, quand les partenariats deviennent peut-être compétitifs, ou quand la coopération se transforme peut-être en conflit. Cette conscience vous permet de vous préparer au changement plutôt que d'en être surpris. L'avantage stratégique de comprendre la nature humaine s'étend à la lecture des dynamiques sociales, à la prédiction du comportement du marché et à la construction d'équipes plus efficaces. Les gens qui comprennent la motivation, la peur, l'avidité, l'orgueil et d'autres forces motrices peuvent mieux anticiper comment les situations vont se développer et se positionner en conséquence. Cela ne signifie pas devenir manipulateur ou exploiteur. Comprendre la nature humaine peut en fait vous aider à construire de meilleures relations en reconnaissant ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils craignent et ce qui les motive. Lorsque vous comprenez les moteurs sous-jacents de quelqu'un, vous pouvez communiquer plus efficacement et créer des propositions qui servent véritablement leurs intérêts tout en servant les vôtres. L'idée clé est que le comportement humain suit des modèles, même si les actions individuelles peuvent être imprévisibles. Ces modèles deviennent plus apparents lorsque vous étudiez l'histoire. Observez les dynamiques sociales et prêtez attention à la façon dont les gens répondent à différentes incitations et pressions au fil du temps. Construire cette compréhension nécessite à la fois étude et observation. Lire sur la psychologie, l'histoire et le comportement humain fournit des cadres de compréhension. Observer les gens dans diverses situations fournit des données du monde réel sur la façon dont ces cadres s'appliquent. La combinaison crée une sagesse pratique sur la nature humaine. Un aspect crucial de la nature humaine est que les gens ont tendance à agir dans ce qu'ils perçoivent comme leur intérêt personnel, même lorsque leur perception est peut-être erronée
ou à courte vue. Comprendre cela vous aide à prédire le comportement et à concevoir des interactions qui alignent l'intérêt personnel des autres avec vos objectifs. Un autre modèle important est que les gens répondent davantage aux incitations qu'aux appels aux principes abstraits. Bien que les arguments moraux aient une certaine influence, les avantages concrets et les conséquences ont généralement plus d'impact sur le comportement. Cela ne signifie pas abandonner les arguments moraux, mais plutôt les combiner avec des incitations pratiques. Avant d'entrer dans des interactions importantes ou de prendre des décisions significatives impliquant d'autres personnes, considérez leurs motivations probables, leurs peurs et leur intérêt personnel. Comment pourraient-ils répondre à différentes approches? Quelles incitations existent dans la situation? Comment pouvez-vous structurer les interactions pour encourager des réponses positives tout en vous protégeant des négatives? Comprendre la nature humaine ne consiste pas à devenir cynique. Il s'agit de devenir réaliste et efficace. Lorsque vous comprenez comment les gens se comportent réellement, vous pouvez construire de meilleures relations, prendre de meilleures décisions et créer de meilleurs résultats pour toutes les personnes impliquées. Votre idée clé pour cette section: comprendre la nature humaine crée un avantage stratégique. Partagez ceci dans les commentaires et pensez à une relation ou une situation où une meilleure compréhension des motivations sous-jacentes pourrait améliorer votre efficacité. Numéro 3. Se plaindre signale la faiblesse. La réponse stratégique construit la force. Lorsque vous vocalisez des plaintes concernant un traitement injuste, vous signalez par inadvertance aux autres que vous vous voyez comme une victime des circonstances plutôt que comme quelqu'un capable de les changer. Cette perception, tant de la part des autres que de vous-même, crée une réelle faiblesse en renforçant une mentalité de victime et en invitant à davantage de traitements injustes. Se plaindre de l'injustice remplit plusieurs fonctions psychologiques qui semblent satisfaisantes sur le moment, mais affaiblissent votre position au fil du temps. Cela procure une libération émotionnelle, cherche la sympathie et la validation, et tente de faire honte aux autres pour qu'ils adoptent un meilleur comportement. Cependant, ces avantages à court terme se font au prix de l'efficacité et du respect à long terme. Les réactions des autres aux plaintes concernant l'injustice révèlent des vérités importantes sur les dynamiques sociales. Certaines personnes offriront de la sympathie, mais cette sympathie se traduit rarement par un comportement modifié ou un traitement amélioré. D'autres verront la plainte comme une preuve de faiblesse et pourraient consciemment ou inconsciemment profiter de ce qu'ils perçoivent comme une position vulnérable. Machiavel a observé que les hommes doivent être soit traités avec générosité, soit détruits parce qu'ils se vengent des légères blessures, mais ne peuvent le faire pour les graves. Ce principe s'applique à la façon dont vous gérez le traitement injuste. Se plaindre constamment d'injustices mineures vous fait paraître faible et invite à tester davantage vos limites, tandis qu'une action décisive en réponse à une injustice grave impose le respect. L'habitude de se plaindre de l'injustice renforce également les récits internes qui affaiblissent votre état d'esprit. Chaque fois que vous verbalisez à quel point vous êtes traité injustement, vous renforcez les voies neuronales associées à la victimisation, à l'impuissance et au blâme externe. Cela rend plus difficile le développement de la force mentale nécessaire à la pensée stratégique et à l'action efficace. De plus, se concentrer sur l'injustice dirige votre énergie mentale vers des choses que vous ne pouvez pas contrôler, le comportement des autres, plutôt que vers des choses que vous pouvez contrôler, vos propres réponses et capacités. Cette mauvaise direction de l'attention et de l'énergie vous empêche de développer les compétences et les stratégies qui vous rendraient moins vulnérables au traitement injuste. L'alternative à la plainte concernant l'injustice est la réponse stratégique. Cela implique d'analyser la situation pour comprendre pourquoi le traitement injuste se produit, ce que vous pouvez en apprendre, comment vous pouvez vous protéger de situations similaires à l'avenir,
Et quelles actions pourraient améliorer votre position sans dépendre du sens de l'équité des autres? La réponse stratégique nécessite une régulation émotionnelle, la capacité de traiter la frustration et la déception sans laisser ces émotions diriger votre comportement externe. Cela ne signifie pas supprimer les émotions, mais plutôt les canaliser dans une analyse productive et une action plutôt que dans une plainte contre-productive. Lorsque le traitement injuste se produit, les penseurs stratégiques posent des questions différentes de ceux qui comptent sur l'équité. Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ils demandent « Qu'est-ce que cela me dit sur la situation et les personnes impliquées ?» Au lieu de « Comment puis-je les faire me traiter équitablement ?», ils demandent « Comment puis-je changer mon approche pour obtenir de meilleurs résultats ?» Ce passage d'une pensée centrée sur la plainte à une pensée centrée sur la solution construit la force mentale et la capacité pratique. Chaque fois que vous répondez stratégiquement plutôt que simplement émotionnellement à un traitement injuste, vous développez une plus grande résilience et efficacité. Au fil du temps, ce modèle crée une réputation de force plutôt que de victimisation. Il y a des moments où aborder le traitement injuste directement est approprié et nécessaire. La différence clé est entre se plaindre, exprimer la frustration sans proposer de solution, et la communication assertive, énoncer clairement les problèmes et proposer des changements spécifiques. La communication assertive se concentre sur le comportement et les résultats plutôt que sur l'équité et les sentiments. Les dynamiques sociales autour des plaintes d'injustice sont particulièrement importantes dans les cadres professionnels. Les collègues et les superviseurs voient souvent les plaintes fréquentes concernant le traitement injuste comme une preuve de manque de jugement, d'incapacité à gérer les défis ou de manque de pensée stratégique. Cette perception peut limiter les opportunités d'avancement, que les plaintes soient justifiées ou non. Construire l'habitude de la réponse stratégique au lieu de se plaindre nécessite une pratique consciente. Lorsque vous ressentez l'envie de vous plaindre d'un traitement injuste, faites une pause et redirigez cette énergie vers l'analyse et la planification. Quels facteurs ont contribué à cette situation? Quel modèle pouvez-vous identifier? Quel changement dans votre approche pourrait prévenir ou minimiser des problèmes similaires à l'avenir? Cela ne signifie pas accepter un comportement vraiment inapproprié ou une injustice systémique sans réponse. Plutôt, cela signifie choisir vos batailles soigneusement et répondre stratégiquement lorsque l'action est justifiée, plutôt que de dissiper votre énergie par des plaintes constantes sur des injustices mineures. Pour la semaine prochaine, remarquez quand vous ressentez l'envie de vous plaindre d'un traitement injuste. Au lieu d'exprimer la plainte, notez la situation et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Quelle capacité m'aiderait à mieux gérer des situations similaires ? Quelle réponse stratégique pourrait améliorer les résultats futurs ?» Rappelez-vous, les plaintes concernant l'injustice signalent la faiblesse et invitent à d'autres tests. Les réponses stratégiques à l'injustice démontrent la force et améliorent souvent votre traitement au fil du temps. Votre idée pour cette section: la réponse stratégique construit la force. Se plaindre signale la faiblesse. Écrivez ceci dans les commentaires et engagez-vous à canaliser la frustration concernant le traitement injuste vers la pensée stratégique et le renforcement des capacités au lieu des plaintes. Numéro 4. Construire le pouvoir personnel par la compétence et non par le sentiment de droit, entitlement. Le véritable pouvoir personnel vient de votre capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes et à obtenir des résultats quelles que soient les conditions externes. Ce pouvoir basé sur la compétence est durable et respecté, car il est basé sur une capacité réelle, plutôt que sur des revendications concernant ce que vous méritez. Comprendre cette distinction est crucial pour construire une force et une efficacité réelles. La pensée basée sur le sentiment que tout est dû suppose que certains traitements, opportunités ou résultats devraient vous revenir en fonction de votre effort, de vos qualifications ou de votre comportement moral. Cela crée une dépendance à la reconnaissance
et à la validation des autres, rendant votre succès contingent au jugement externe plutôt qu'à la capacité interne. La pensée basée sur la compétence se concentre sur le développement de compétences, de connaissances et de capacités qui vous rendent précieux, que les autres vous traitent équitablement ou non. Cette approche construit un pouvoir authentique car elle vous rend moins dépendant de la bonne volonté des autres et plus capable de créer vos propres opportunités et solutions. La différence devient claire dans les situations pratiques. Lorsqu'on vous refuse une promotion, la pensée basée sur le sentiment de droit se concentre sur l'injustice de la décision et cherche la validation que vous méritiez un meilleur traitement. La pensée basée sur la compétence analyse quelles compétences, relations ou réalisations vous rendraient indéniablement qualifié pour des opportunités similaires à l'avenir. Machiavel comprenait que le pouvoir basé sur la bonne faveur des autres est intrinsèquement instable. Celui qui bâtit son pouvoir sur le peuple bâtit sur la boue. Bien que construire des relations et gagner le respect soit important, le pouvoir durable doit être ancré dans votre capacité à livrer des résultats dont les autres ont besoin ou qu'ils veulent. Construire un pouvoir basé sur la compétence nécessite d'identifier quelles valeurs vous pouvez créer que les autres trouvent difficiles à remplacer ou à ignorer. Cela pourrait être des compétences techniques, des capacités de résolution de problèmes, des capacités à tisser des relations ou des combinaisons uniques de connaissances et d'expériences. La clé est de développer des capacités qui vous rendent véritablement précieux, plutôt que de simplement prétendre que vous devriez être mieux traité. Cette approche implique également de comprendre les dynamiques du marché. Quelles compétences, connaissances et capacités deviennent plus précieuses par rapport à celles qui le deviennent moins. Au lieu d'attendre la reconnaissance pour les réalisations passées ou les compétences existantes, la pensée basée sur la compétence implique de développer continuellement de nouvelles capacités qui s'alignent avec les besoins changeants et les opportunités. Le pouvoir personnel construit par la compétence tend à se composer au fil du temps. Chaque problème que vous résolvez, chaque compétence que vous développez et chaque résultat que vous obtenez construit votre réputation et ouvre de nouvelles opportunités. Cela crée une spirale ascendante où la compétence mène aux opportunités, qui mènent à de nouveaux apprentissages et capacités, qui créent des opportunités encore meilleures. Le changement d'état d'esprit du sentiment de droit à la compétence change également la façon dont vous réagissez aux revers et aux défis. Au lieu de voir le traitement injuste comme une preuve des défaillances des autres, vous le voyez comme une information sur les capacités que vous devez développer pour être moins vulnérable au comportement injuste des autres. Le pouvoir basé sur la compétence implique également de comprendre et de développer l'intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre et de gérer vos propres émotions, tout en influençant efficacement les réponses émotionnelles des autres. Cela inclut les compétences en communication, l'empathie, les capacités de persuasion et la conscience sociale qui vous aident à naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes. Un autre aspect crucial est d'apprendre à créer des systèmes et des processus qui produisent des résultats constants, au lieu de compter sur des efforts héroïques individuels ou d'espérer que les autres vous traiteront équitablement. Vous développez des méthodes répétables pour atteindre les objectifs. Cette approche systématique de la compétence rend votre succès plus prévisible et moins dépendant des facteurs externes. Construire une compétence authentique nécessite également une humilité intellectuelle, reconnaissant que vos connaissances et compétences actuelles peuvent toujours être améliorées. Cette ouverture à l'apprentissage et à la croissance vous garde adaptable et empêche la stagnation qui vient du fait de supposer que vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir. L'aspect réseautage du pouvoir basé sur la compétence implique de construire des relations basées sur la création de valeurs mutuelles, plutôt que simplement sur l'affinité personnelle ou les griefs partagés concernant le traitement injuste. Lorsque vous pouvez aider les autres à atteindre leurs objectifs grâce à vos capacités,
vous construisez des relations professionnelles plus fortes et plus durables. Il y a aussi une composante de leadership dans le pouvoir basée sur la compétence. À mesure que vous développez de véritables capacités, les autres commencent naturellement à rechercher vos conseils, votre contribution et votre leadership sur des problèmes difficiles. Ce développement organique du leadership est plus durable que le leadership basé sur les titres, les qualifications ou les revendications d'autorité méritées. Premièrement, identifiez les problèmes et les défis auxquels les gens dans votre domaine ou zone d'intérêt sont confrontés le plus fréquemment. Deuxièmement, développez des capacités spécifiques pour résoudre ces problèmes plus efficacement que les autres ne le peuvent. Troisièmement, démontrez constamment ces capacités à travers votre travail et vos interactions. Quatrièmement, mettez à jour et élargissez continuellement vos capacités à mesure que les conditions changent. Construire un pouvoir basé sur la compétence prend du temps et un effort soutenu, mais cela crée une véritable force que les autres respectent et sur laquelle vous pouvez compter indépendamment de la façon dont les autres vous traitent. Cela vous transforme de quelqu'un qui a besoin du traitement équitable des autres en quelqu'un qui fournit une valeur dont les autres ont besoin. Votre idée clé pour cette section: la compétence crée un pouvoir durable. Le sentiment que tout est dû crée la dépendance. Écrivez ceci dans les commentaires et identifiez une capacité que vous pourriez développer qui vous rendrait plus précieux et moins dépendant du traitement équitable des autres. Numéro 5. La pensée stratégique l'emporte sur l'indignation morale. Face à des situations injustes, la réponse émotionnelle naturelle est l'indignation morale, la colère face à l'injustice, l'indignation face à la violation des principes et le désir de punir les responsables. Bien que ces émotions soient compréhensibles et parfois nécessaires à la motivation, elles interfèrent souvent avec la résolution efficace de problèmes et la réponse stratégique. La pensée stratégique implique d'analyser les situations en fonction de ce qui est, plutôt que de ce qui devrait être, de comprendre les motivations et les contraintes de toutes les parties impliquées, et de développer des réponses qui maximisent votre efficacité à long terme, plutôt que de simplement fournir une satisfaction émotionnelle sur le moment. La limitation de l'indignation morale comme réponse principale est qu'elle se concentre sur le changement du comportement des autres, plutôt que sur l'adaptation de votre propre approche pour obtenir de meilleurs résultats. Ce focus externe mène souvent à la frustration et à l'inefficacité, car vous ne pouvez pas contrôler directement les actions des autres, seulement vos propres réponses à leurs actions. Machiavel a écrit: « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. » Cette idée souligne l'importance de la présentation stratégique et de la gestion du comportement. Au lieu de laisser l'indignation morale diriger vos réponses visibles, la pensée stratégique vous permet de choisir des réponses qui servent vos intérêts à long terme, tout en maintenant vos principes éthiques. La pensée stratégique ne signifie pas abandonner les principes moraux ou accepter un comportement non éthique. Cela signifie plutôt être stratégique sur la façon et le moment où vous abordez les préoccupations morales pour maximiser leur efficacité. Parfois, la confrontation directe fonctionne le mieux. Parfois, les approches indirectes sont plus efficaces. Parfois, le retrait stratégique et le repositionnement servent mieux que l'engagement immédiat. La distinction clé est entre être stratégique sur vos méthodes tout en restant cohérent sur vos objectifs et valeurs. Vous pouvez maintenir des normes éthiques tout en étant flexible sur les tactiques. Vous pouvez poursuivre des résultats justes tout en étant réaliste sur la nature humaine et les dynamiques sociales. Considérez comment cela s'applique aux situations professionnelles. Lorsqu'un collègue s'attribue le mérite de votre travail, l'indignation morale pourrait vous pousser à le confronter publiquement ou à vous plaindre aux autres de l'injustice. La pensée stratégique pourrait vous amener à documenter vos contributions plus soigneusement, à construire des relations plus fortes avec les décideurs
ou à trouver des moyens de rendre vos contributions plus visibles et difficiles à s'attribuer. Les deux approches abordent le même problème sous-jacent, mais l'approche stratégique est plus susceptible de prévenir les occurrences futures et d'améliorer votre position globale, tandis que l'approche de l'indignation morale procure peut-être une satisfaction émotionnelle sans résoudre le problème sous-jacent. La pensée stratégique implique également des horizons temporels plus longs que ce que l'indignation morale considère typiquement. La justice immédiate peut sembler satisfaisante, mais les penseurs stratégiques considèrent comment leurs réponses affecteront les relations, la réputation et les opportunités futures. Parfois, accepter une injustice à court terme tout en construisant une force à plus long terme mène à de meilleurs résultats ultimes. Cela ne signifie pas être passif ou accepter indéfiniment un comportement non éthique. La pensée stratégique mène souvent à des réponses plus efficaces au traitement injuste, mais ces réponses sont planifiées et exécutées en tenant compte de multiples facteurs, plutôt que de simples réactions émotionnelles immédiates. Le développement des compétences de pensée stratégique implique d'apprendre à séparer les réponses émotionnelles des réponses analytiques. Vous pouvez reconnaître et traiter les émotions sans les laisser déterminer vos choix stratégiques. Cette régulation émotionnelle est cruciale pour maintenir l'efficacité sous pression. La pensée stratégique nécessite également de comprendre les systèmes et les modèles, plutôt que seulement les événements individuels. Lorsque quelqu'un vous traite injustement, l'analyse stratégique considère si c'est un comportement typique pour cette personne, quelles incitations et pressions pourraient influencer son comportement et quels changements systémiques pourraient prévenir des situations similaires. Un autre aspect implique de comprendre les dynamiques de pouvoir et les modèles d'influence. Qui a l'autorité de décision? Qu'est-ce qui les motive? Comment reçoivent-ils et traitent-ils l'information? Quelles approches sont les plus susceptibles d'influencer leurs pensées? Ces considérations mènent souvent à des réponses plus efficaces que les arguments moraux directs. La pratique de la pensée stratégique devient plus facile avec l'expérience et le développement conscient. Chaque situation où vous choisissez l'analyse stratégique plutôt que la réaction émotionnelle immédiate construit votre capacité pour ce type de pensée. Au fil du temps, l'analyse stratégique devient plus automatique et naturelle. Il y a certainement des moments où une réponse morale immédiate est nécessaire et appropriée, particulièrement dans les cas impliquant des violations éthiques graves ou des abus. La clé est de développer le jugement pour distinguer entre les situations qui nécessitent une action morale immédiate et les situations où les approches stratégiques sont peut-être plus efficaces. Face à un traitement injuste, traitez d'abord votre réponse émotionnelle en privé, puis analysez la situation stratégiquement. Quelles sont les causes sous-jacentes? Quelles sont les motivations des différentes parties prenantes? Quelles réponses seraient les plus susceptibles de prévenir de futures situations similaires et d'améliorer votre position? Enfin, choisissez des actions qui s'alignent avec vos valeurs tout en maximisant l'efficacité. Rappelez-vous, l'indignation morale se concentre sur ce qui devrait être. La pensée stratégique se concentre sur ce qui est et comment l'améliorer. Les deux ont leur place, mais la pensée stratégique produit généralement de meilleurs résultats à long terme. Numéro 6. Créez vos propres normes de réussite. L'étape finale pour dépasser la dépendance à l'équité est de créer vos propres normes de réussite plutôt que de compter sur la validation ou la reconnaissance externe. Ce passage du comptage de points externes à internes vous rend moins vulnérable au traitement injuste des autres et plus capable de maintenir la motivation et la direction, quelle que soit la réponse des autres à vos efforts. Les normes de réussite externes dépendent des jugements des autres, des systèmes de reconnaissance et de l'équité dans la distribution des récompenses. Ces normes vous rendent vulnérables car elles placent votre sentiment d'accomplissement et de motivation entre les mains d'autres personnes. Lorsque la reconnaissance ne vient pas,
lorsque les récompenses ne sont pas distribuées équitablement ou lorsque vos contributions ne sont pas reconnues, les normes externes vous laissent avec un sentiment d'échec malgré vos réalisations réelles. Les normes de réussite interne sont basées sur votre propre évaluation de vos progrès, du développement de vos capacités, de la création de valeur et de l'atteinte d'objectifs personnellement significatifs. Ces normes fournissent une motivation plus constante, car elles ne dépendent pas du jugement ou du traitement des autres. Vous pouvez vous sentir victorieux et maintenir votre motivation même lorsque la reconnaissance externe est retardée ou absente. Cela ne signifie pas ignorer les retours externes ou devenir déconnecté des besoins et attentes des autres. Plutôt, cela signifie développer la capacité d'évaluer votre propre performance et vos progrès indépendamment de la validation externe, tout en restant réceptif aux retours utiles et aux signaux du marché. Machiavel comprenait l'importance de l'autonomie dans le jugement. Celui qui devient maître de son propre destin est craint par tous ceux qui dépendent du hasard. Créer vos propres normes de réussite fait partie du processus pour devenir maître de votre propre destin, plutôt que de rester dépendant du sens de l'équité des autres ou des systèmes de reconnaissance. Les normes de réussite interne se concentrent généralement sur des facteurs que vous pouvez contrôler directement. L'effort que vous investissez, les compétences que vous développez, la valeur que vous créez, les problèmes que vous résolvez et les progrès que vous faites vers des objectifs significatifs. Ces facteurs restent sous votre influence, peu importe comment les autres vous traitent ou si les systèmes de reconnaissance externe fonctionnent équitablement. Développer des normes internes significatives nécessite de la clarté sur ce que vous essayez d'atteindre et pourquoi cela compte pour vous personnellement. Cela implique d'identifier vos valeurs fondamentales, vos objectifs à long terme et les capacités spécifiques que vous souhaitez développer. Avec cette clarté, vous pouvez créer des métriques et des jalons qui fournissent un retour significatif sur vos progrès, indépendamment de la validation externe. Le bénéfice psychologique des normes de réussite interne est significatif. Au lieu que votre humeur et votre motivation fluctuent en fonction du traitement des autres, elles restent plus stables car elles sont basées sur des facteurs que vous contrôlez. Cette stabilité émotionnelle améliore la prise de décision et maintient l'efficacité même pendant les périodes où la reconnaissance externe fait défaut. Les normes internes permettent également un apprentissage et une adaptation plus rapide. Au lieu d'attendre que les autres fournissent des retours sur votre performance, vous pouvez évaluer votre propre efficacité et faire des ajustements rapidement. Cette boucle de rétroaction plus rapide accélère l'amélioration et le développement des compétences. Créer des normes de réussite interne ne signifie pas abaisser les attentes ou accepter la médiocrité. Souvent, les normes internes sont en fait plus élevées que les normes externes, car elles reflètent votre engagement personnel envers l'excellence, plutôt que de simplement répondre aux attentes minimales des autres. La différence est que ces normes plus élevées sont auto-imposées plutôt qu'imposées de l'extérieur. La pratique de l'auto-évaluation construit également la confiance et l'autonomie au fil du temps. Chaque fois que vous atteignez des objectifs que vous vous êtes fixés, vous construisez la preuve de votre capacité et de votre jugement. Cette accumulation de preuves d'auto-efficacité vous rend moins dépendant de la validation externe pour la confiance et la motivation. Il y a aussi un avantage stratégique aux normes de réussite interne. Lorsque vous n'êtes pas dépendant de la reconnaissance externe pour la motivation, vous pouvez entreprendre des projets difficiles, poursuivre des approches innovantes et investir dans le développement de capacités à long terme sans nécessité de validation externe immédiate. Cela mène souvent à des réalisations révolutionnaires qui finissent par recevoir une reconnaissance externe. Équilibrer les normes internes et externes implique d'être guidé principalement par des normes internes, tout en restant conscient et réactif aux retours externes et aux conditions du marché. Vous maintenez la motivation et la direction qui viennent des normes internes, tout en adaptant votre approche
basées sur les informations externes. Le développement de normes de réussite interne est un processus itératif. Vous commencez avec votre meilleure compréhension de ce à quoi ressemble une réalisation significative pour vous personnellement, puis vous affinez ces normes en fonction de l'expérience et des circonstances changeantes. La clé est de maintenir le lieu de contrôle interne, tout en permettant aux normes spécifiques d'évoluer. Premièrement, identifiez ce que vous voulez atteindre indépendamment de la reconnaissance ou du traitement des autres. Deuxièmement, décomposez ces objectifs en jalons spécifiques et mesurables que vous pouvez évaluer indépendamment. Troisièmement, créez des processus de révision réguliers où vous évaluez vos progrès par rapport à ces normes internes. Quatrièmement, célébrez l'atteinte des jalons internes, qu'ils reçoivent ou non une reconnaissance externe. Construire des normes de réussite interne prend du temps et un effort conscient, mais cela crée une véritable indépendance et une force. Vous devenez quelqu'un qui peut maintenir la motivation et l'efficacité, quelles que soient les conditions externes ou le traitement. Votre idée finale pour cette section. Les normes de réussite interne créent l'indépendance vis-à-vis de la validation externe. Écrivez ceci dans les commentaires et identifiez un domaine où vous pourriez développer des métriques internes de succès qui ne dépendent pas de la reconnaissance des autres ou d'un traitement équitable. Tout au long de cette exploration sur pourquoi mendier l'équité vous affaiblit et comment la pensée machiavélienne peut construire la force, nous avons découvert des principes fondamentaux qui séparent ceux qui restent victimes d'un traitement injuste de ceux qui construisent un véritable pouvoir et une efficacité, peu importe comment les autres se comportent. Dépendre de l'équité pour votre succès vous rend vulnérable aux décisions des autres sur la façon de vous traiter, tandis que construire une force basée sur la capacité vous rend efficace, que les autres vous traitent équitablement ou non. Ce passage de la dépendance externe à la capacité interne représente la différence entre la faiblesse et la force pour naviguer dans un monde injuste. Nous avons établi que l'équité, bien qu'émotionnellement réconfortante à croire, crée une faiblesse pratique en vous rendant dépendant du sens de la justice des autres, plutôt que de votre propre capacité à créer des résultats. Lorsque vous attendez un traitement équitable, vous devenez vulnérable à la déception, à la frustration et à la manipulation, par ceux qui comprennent que l'équité n'est pas le principe directeur principal des interactions humaines. Comprendre la nature humaine telle que Machiavel l'a décrite complexe, intéressée et influencée par les circonstances, fournit des avantages stratégiques pour prédire le comportement, construire des relations et concevoir des interactions qui produisent de meilleurs résultats. Cette compréhension réaliste permet une meilleure prise de décision que les hypothèses idéalistes sur la façon dont les gens devraient se comporter. Se plaindre d'un traitement injuste signale la faiblesse aux autres et renforce la mentalité de victime en vous-même, tandis que les réponses stratégiques à l'injustice démontrent la force et améliorent souvent votre traitement au fil du temps. L'énergie qui va dans la plainte sur ce que les autres vous font pourrait être redirigée vers la construction de capacités qui vous rendent moins vulnérables à leur comportement injuste. Le pouvoir personnel, construit par la compétence et la création de valeur, est plus durable que le pouvoir basé sur le sentiment de droit ou le sens de l'équité des autres. Lorsque vous pouvez résoudre des problèmes, créer de la valeur et atteindre des résultats quelles que soient les conditions externes, vous construisez une véritable force que les autres respectent et qui vous sert constamment. La pensée stratégique produit de meilleurs résultats à long terme que l'indignation morale seule, car elle se concentre sur des réponses efficaces à la réalité, plutôt que simplement sur des réactions émotionnelles à l'injustice. Bien que les principes moraux restent importants, la mise en œuvre stratégique de ces principes permet généralement d'atteindre de meilleurs résultats que des réponses purement émotionnelles. Créer des normes de réussite interne vous rend moins dépendant de la validation et de la reconnaissance externe, fournissant une motivation plus constante
et une direction plus claire pour l'amélioration. Lorsque votre sentiment d'accomplissement dépend principalement de votre propre évaluation des progrès et du développement des capacités, vous devenez moins vulnérable au traitement injuste des autres ou au manque de reconnaissance. L'intégration de ces principes crée une approche puissante pour construire la force dans un monde injuste. Au lieu d'attendre un traitement équitable, développez des capacités qui vous rendent précieux, peu importe comment les autres se comportent. Au lieu de vous plaindre des situations injustes, répondez stratégiquement pour améliorer votre position et prévenir des situations similaires. Au lieu de dépendre de la reconnaissance des autres, créez des normes internes qui guident votre développement et vos réalisations. Cette approche nécessite des changements fondamentaux d'état d'esprit, de réactif à proactif, de la dépendance externe à la capacité interne, des réponses émotionnelles à la pensée stratégique et des attentes d'équité à la planification basée sur la réalité. Ces changements peuvent sembler inconfortables au début, car ils nécessitent de prendre plus de responsabilités pour vos résultats, mais ils créent finalement un plus grand pouvoir personnel et une plus grande efficacité. La mise en œuvre pratique commence immédiatement avec ces actions spécifiques. Cessez d'attendre que les autres vous traitent équitablement et commencez à construire des capacités qui vous rendent moins vulnérables à leur traitement injuste. Cessez de vous plaindre des situations injustes et commencez à les analyser stratégiquement pour comprendre ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez améliorer votre position. Cessez de dépendre de la reconnaissance externe pour la motivation et commencez à créer des métriques internes pour le succès et le progrès. Rappelez-vous que cette approche ne consiste pas à devenir non éthique, manipulateur ou cynique. Il s'agit de comprendre la réalité clairement et de construire une véritable force pour y naviguer efficacement. Vous pouvez maintenir des normes éthiques élevées tout en étant stratégique sur les méthodes. Vous pouvez traiter les autres équitablement tout en ne dépendant pas de leur traitement équitable pour votre succès. La sagesse machiavélienne que nous avons explorée fournit des outils pour l'efficacité, pas des modèles pour un comportement non éthique. Comprendre la nature humaine, penser stratégiquement et construire une véritable capacité vous sert mieux que des attentes naïves sur l'équité et des hypothèses idéalistes sur le comportement humain. Votre transformation de quelqu'un qui dépend de l'équité à quelqu'un qui construit une force stratégique commence avec votre prochaine réponse au traitement injuste. Allez-vous vous plaindre de l'injustice et attendre un meilleur traitement? Ou allez-vous analyser la situation stratégiquement et vous concentrer sur la construction de capacités qui vous rendent moins vulnérables à une injustice similaire à l'avenir? Le choix détermine si vous restez faible dans un monde injuste ou si vous devenez assez fort pour réussir, que les autres vous traitent équitablement ou non. La vraie force ne vient pas du traitement équitable des autres, mais de votre capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes et à atteindre des objectifs que les autres jouent ou non, selon les règles que vous préférez. Si cette perspective sur la construction de la force par la pensée stratégique, plutôt que par les attentes d'équité, résonne avec votre expérience et vos ambitions, démontrez votre engagement en interagissant avec ce contenu. Aimez cette vidéo pour reconnaître votre compréhension que la force vient de la capacité et non de l'attente d'un traitement équitable. Partagez-la avec quelqu'un qui bénéficierait de la compréhension de ces principes de construction de force stratégique. Abonnez-vous pour plus de contenu qui explore la sagesse pratique pour naviguer dans la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Parce que l'avenir n'appartient pas à ceux qui attendent un traitement équitable, mais à ceux qui construisent la force de réussir, que la vie les traite équitablement ou non. Votre engagement ultime. Je choisis la force stratégique plutôt que la dépendance à l'équité. Portez cet état d'esprit avec vous et regardez comment il transforme non seulement vos résultats, mais toute votre approche des défis, des revers et des opportunités.
Parce que lorsque vous cessez de mendier l'équité et commencez à construire une vraie force, vous devenez quelqu'un que les autres respectent et quelqu'un qui peut créer le succès, quelles que soient les conditions externes.